Donc, Monsieur Lalmas, on commence par vos récentes déclarations. Vous avez mis l'accent sur la nécessité de créer un ministère de l'économie et de la planification, car, je cite vos propos, on ne sait plus qui décide de l'économie de ce pays. Pourtant, nous assistons sur le terrain à un retour à l'ère de la rigueur économique des années 70, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Eh bien, bonjour tout le monde. À vrai dire, je l'avais déclaré récemment, il y a une quinzaine de jours, où j'avais évoqué cette problématique de l'absence d'un coordinateur ou quelqu'un qui pilote l'économie algérienne. C'est vrai qu'on constate depuis quelque temps que là, les actions qui touchent au développement économique vont dans tous les sens. On n'a pas compris qui dirige et quel organisme dirige et qui planifie, etc. Et là, c'est très grave pour un pays. C'est-à-dire que l'économie d'un pays ne peut pas se faire se décider de façon hasardeuse. C'est-à-dire que l'économie, c'est très important. L'économie, ça se planifie. L'économie, ça s'organise. L'économie, ça se suit. L'économie répond à un besoin. Et bien sûr, l'économie est un modèle aussi. Quel modèle choisir ? Aujourd'hui, on revient, comme vous l'avez bien signifié, au dirigisme, à l'économie dirigée. C'est-à-dire que les prix sont dictés, les quantités sont dictées, on revient à l'ère du monopole. Donc tout cela fait peur, alors que depuis une trentaine d'années, l'Algérie a opté pour l'économie de marché, une économie libérale. Et l'économie libérale ne croit pas disons, au prix dicté, etc., au prix fixé. Non, l'économie libérale, c'est le marché qui décide, c'est l'offre et la demande. Et à partir de là, normalement, moi je ne suis pas contre l'intervention de l'État, mais je suis pour une intervention juste pour réguler le marché ou réguler le besoin ou normaliser certaines choses. Mais mis à part cela, l'État devrait s'occuper de planifier, d'organiser, de recenser les besoins, de mettre en place des plans, des stratégies pour justement, pour développer une économie qui reste très fragile. Je reviens à dire, parce qu'il y a souvent des gens qui m'accrochent, ils me disent, tiens, monsieur Lalmas, vous avez parlé d'une économie fragile, est-ce que c'est toujours le cas? Je leur dis oui. Tant que notre économie dépend d'une ressource qu'on ne contrôle pas, et à savoir les hydrocarbures, on est dans ce schéma-là. On est trop fragile. Hier, les prix étaient à 90 $ ou 80 $. Aujourd'hui, on parle d'un prix à 60 $ ou à 65 $ avec un dollar bas, hein, qui commence à être inquiétant. Hein, et à partir de là, je crois que toute mon approche est juste, parce que là, on revient à la fragilité de notre économie, suite à ce qui se passe un peu partout dans le monde, et suite justement à la baisse des prix, tu as le pétrole, et à la baisse de la valeur, tu as le dollar. Le plafonnement des prix, ça fait partie de ce rôle de l'État. Non, ça dépend des prix. Maintenant, si c'est des produits subventionnés, c'est clair que l'État doit intervenir pour réguler les prix. Hein, parce que c'est subventionné, l'État a mis de l'argent justement pour que les prix soient quand même maintenus à certains niveaux, hein, répondant ainsi aux besoins de pouvoir d'achat du citoyen. Mais cela dit, mis à part les produits subventionnés, normalement tout le reste, c'est le marché qui doit être régulateur. Mais l'État peut intervenir autrement. C'est pas en ouvrant plus de prisons, hein, ou là en emprisonnant les gens, non, c'est-à-dire elle peut intervenir en mettant les moyens, hein, et des politiques pour attirer les gens à développer la production ou à investir dans le créneau ou dans la filière qui fait défaut sur le marché. Quand il y a un problème de disponibilité de produits agricoles, je vais mettre une politique pour encourager les gens à développer cette activité ou à investir dans cette activité. Il y a un problème dans l'industrie ou dans certains produits, je vais mettre en place les mesures qui pourraient éventuellement encourager les gens à investir. Je vais réduire les taxes, je vais augmenter, je vais baisser, etc. Là, ça c'est le travail de régulation. Mais mis à part cela, c'est-à-dire là, vous allez attraper quelqu'un qui a quelques cartons de bananes dans un magasin et vous allez l'emmener en prison. Non, je suis désolé, ça serait trop facile. Hein, on n'a jamais entendu parler de politique pareille qui a réussi dans un pays pour réguler un produit. Non, moi, je m'adresserai plutôt aux importateurs à qui j'ai donné les licences d'importation, par exemple, si je reviens à la banane.
Je ne vais pas m'attaquer aux petits commerçants, je m'attaquerai à l'importateur. Quand je vous ai donné une licence d'importation, nous connaissons les prix, ils sont à 0,50 $, le kilo. Hein, même pas $1, c'est la moitié. Hein, c'est ce qui fait que là, normalement, on peut l'avoir à 120 dinars, ou 130 dinars, ou 180 dinars. Quand vous le vendez à 200 dinars. OK, sinon, je vous retire la licence. Ils ne l'ont pas fait. Et ils se sont attaqués aux petits. Là, ce n'est pas normal. Donc tout ça, ça porte discrédit sur la politique de régulation des organismes publics. Donc il faudrait revoir un peu tout cela. Mais sinon, la régulation, c'est ce n'est pas juste s'attaquer aux produits ou là. Non, réguler, c'est mettre en place une politique pour faire face à un problème donné dans une période donnée. L'intervention de l'État par l'importation de certains produits, par exemple, qui manquent sur le marché, ça fait partie aussi de ce rôle de régulation. Oui. Importer des moutons quand il y a un problème de moutons, oui. Sauf que moi, je ne vais pas en faire une politique nationale ou là, une couverture médiatique aussi énorme que cela. Hein. Chaque bateau qui vient, il y a toute une délégation ministérielle qui descend au niveau du port. Non, ce n'est pas à ce point. C'est-à-dire que nous avons un besoin. Il y a un marché demandeur en moutons, je ramène les moutons et ça s'arrête là. Je couvre. Maintenant, le gros du gros, c'est comment organiser la distribution et la vente de ces moutons, sans faire de cinéma, sans causer de problèmes aux citoyens, sans qu'il y ait de rassemblements, de problèmes, de décès, de je ne sais pas quoi. Hein, c'est ça le rôle de... Maintenant, mettre en place les points de vente, organiser tout cela, c'est ça le gros du gros qui attend les pouvoirs publics. Maintenant, les couvertures médiatiques, etc., je pense que c'est vraiment inutile tout cela. Mais la régulation peut passer par le process d'importation pour compenser, de l'État, pour compenser justement le besoin en une matière pendant une période donnée. Mais cela dit, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, là, ce n'est qu'une action provisoire. Parce que là, quand il y a un problème, il faudrait le réguler autrement aussi. Bon, aujourd'hui, je compense par l'importation, mais je dois penser à mettre en place une politique en parallèle pour justement développer la production. Tu as le produit manquant. C'est ça, là. C'est là que le travail, l'intelligence, le gouvernement. C'est là le véritable travail donc, de régulation. Donc, penser à mettre en place une politique d'encouragement pour produire les moutons ou des produits manquants sur le marché. Donc, revenons à la baisse des prix du pétrole. Donc c'est une nouvelle, l'Algérie a fait face à ce genre de problème plusieurs fois. Cette baisse peut-elle affecter les prévisions du gouvernement qui ambitionne l'entrée de l'Algérie dans le cercle des pays émergents d'ici 2027 ? Écoutez, oui, d'où la fragilité de notre économie, encore une fois. C'est-à-dire que là, on dépend d'une situation. Il y a une crise, il y a une perturbation sur le marché pétrolier mondial suite à un certain nombre de décisions, notamment celle du président Trump, les taxes imposées, etc. Et tant qu'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de clarté dans le court terme et le moyen et le court terme, on va se retrouver avec des perturbations qui vont affecter le prix le pétrole. Et bien sûr, tout cela va nous affecter terriblement parce que tout est basé sur les recettes pétrolières, encore une fois. Ce qui fait que, moi je dis qu'il est temps de prendre les choses très au sérieux. Je l'ai dit, ça fait des années que j'en parle. Hein. Il faut sortir de cette dépendance, mais on n'arrive pas. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi on n'arrive pas à sortir de cette dépendance aux hydrocarbures? C'est quoi le problème? C'est à quel niveau? Pourquoi ça ne marche pas? C'est un problème politique ou technique? Tout est lié à la politique. Mais c'est les deux aussi, hein. Mais tout est lié à la politique. Mais à partir de là, je crois qu'il faut vraiment s'alarmer sur les recettes futures et sur les projections. Tu as les projets du gouvernement, etc. Bon, maintenant, il y a normalement des projets à réaliser. Il y a quelque temps, j'avais parlé de la nécessité de l'Algérie, c'est-à-dire que l'Algérie allait forcément vers des emprunts au niveau de la Banque mondiale ou des institutions bancaires. Vous dites ça alors que nous avons des réserves de change, etc., de 70 milliards à l'époque, etc., où la famille, où il y a les conditions. Non, mais on est membre, on cotise.
autant profiter. Et là, quand je vais au FMI ou là, les banques mondiales, les institutions monétaires ou financières, je vais essayer d'avoir un emprunt pour des projets bien définis, bien déterminés, des projets qui pourraient éventuellement rembourser de la dette. Et deuxièmement, moi, quand je vais demander de l'argent, c'est maintenant que je vais demander, maintenant que j'ai de l'argent en réserve. C'est-à-dire, je ne vais pas aller demander de l'argent avec $0 en réserve. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc, il faudrait profiter de cette manne que nous avons, les 60 ou 70 milliards de dollars de réserve, pour aller négocier un emprunt qui va couvrir des projets d'investissement importants qui peuvent justement assurer le remboursement de cette dette. Alors que non, s'il y a Al-Wataniya, dans ce cas-là, pourquoi cotiser au niveau du FMI ou la cotiser faire les banques? Voilà un peu, c'est ridicule. Hein? Mais c'est rien d'aller vers un projet important dans la pétrochimie ou là je ne sais pas quoi, très rentable, il y a un besoin mondial, faire le projet agent. J'emprunte et je développe le business. La loi de finances 2025 a-t-elle prévu des revenus fiscaux pétroliers qui couvrent le déficit budgétaire? Là, de toute façon, le déficit, il a été enregistré dès le départ, c'est-à-dire on s'attend à un déficit pour 2025. Donc, c'est clair. Maintenant, est-ce que on ne connaît pas encore l'ampleur de la perturbation au niveau des prix du pétrole et tout, donc, parce que tout est lié à cela. Hein, le gros du gros, c'est surtout la fiscalité pétrolière qui couvre. Non, on va attendre pour voir. Mais sinon, est-ce qu'elle a prévu ou pas? Et je sais qu'elle a prévu un déficit. Je ne sais pas de combien, je n'ai plus les chiffres. Mais est-ce que vraiment ça va être d'une ampleur qui va encore faire creuser ou faire fondre un peu les réserves TANA sur lesquelles on devrait compter pour justement construire un programme sur 5 ans ou là. Il y a risque de revenir encore une fois au financement non conventionnel? Je ne sais pas si on a arrêté. Je ne pense pas. Honnêtement, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on n'a jamais arrêté à imprimer l'argent. Hein. C'est clair. Sauf une fois, on m'avait appelé, invité pour essayer de parler un peu de le problème de disponibilité de l'argent au niveau des postes, si vous vous rappelez à un certain moment. Il y avait un problème de liquidité, de disponibilité. Je leur ai dit que c'était normal qu'il y ait un problème. Pourquoi? C'est avec quelle histoire tu as le tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire que je vais vous donner un bidon ou un tonneau là qui est troué et je vais vous demander de remplir de l'eau. Eh bien, vous n'allez jamais réussir à le remplir. Pourquoi? Parce qu'il est troué. C'est la même chose. Quand vous allez retirer de l'argent, mais le secteur formel, vous allez retirer votre salaire, par exemple, pour acheter un mouton ou là. Avec le salaire, vous allez le retirer du secteur formel, hein, légal. Pour acheter le mouton. Il va vous donner une facture, le mouton ma cache. Il sort le mouton avec un numéro de châssis, il n'y a pas. Donc vous allez payer le mouton avec, de l'argent, il va sortir du secteur formel vers le secteur informel. Ok, finalement, avec l'argent, il va acheter les petits moutons, etc. Et il sort du formel, il dort dans l'informel. Ce qui fait que si vous faites un petit raisonnement, on se pose la question, qu'est-ce qu'on paye la facture chez nous? Vous sortez votre argent, la banque, vous payez que l'électricité et le gaz, et le téléphone peut-être, la facture. Le reste tout cool, il y aura l'informel. Donc tout ce que vous sortez, peut-être 80%, il y aura l'informel. Alors comment on peut faire face aux besoins? L'argent de l'informel vers le formel, c'est pas possible. Donc là, tout ce qui sort, on est obligé d'imprimer pour justement payer les gens, payer les salaires, etc. Sinon, il y a un sérieux problème. C'est pour ça que moi je dis qu'on n'est pas sorti encore de cette politique qui nous cause beaucoup de problèmes. C'est pour ça que, oui, la planche à billets, c'est pour ça que la valeur du dinar s'est dépréciée. Parce que même la monnaie répond à la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que tant que c'est trop disponible, la valeur de la monnaie, elle baisse. Et quand il y a un manque sur le marché, la valeur, elle prend de la valeur. La monnaie prend de la valeur. C'est pour ça que dans les pays puissants, on est en train d'aller vers la réduction au maximum de la disponibilité de la liquidité sur le marché. Tout se fait par canal bancaire. Et pour donner plus de valeur à la monnaie et protéger la valeur de la monnaie, justement, de leur monnaie. En plus de cela, ça cause un problème de confiance pour la monnaie.
C'est pour ça que d'ailleurs, on parle du square et un square. Le square, la valeur, tu as la monnaie, l'euro et le dollar, la valeur a été maintenue malgré tout ce qui s'est passé, même pendant le Covid. Les gens ne voyageaient plus, on n'importait plus, et la valeur, tu as l'euro, est restée la même. Pourquoi? Parce que c'est une valeur refuge, c'est une monnaie refuge. Les gens qui ont du dinar, ils échangent pour sécuriser justement leurs épargnes en devise. Des restrictions sur les importations, surtout l'importation des matières premières. Nous assistons aujourd'hui à l'annulation de ces décisions, à votre avis, surtout après la déclaration du président Tebboune. Et pour revenir un peu à les restrictions en termes d'importation, toute personne normale, ou tout responsable, et tout citoyen d'ailleurs, doit penser à protéger sa production nationale. Parce que moi, quand je protège ma production nationale, je protège l'emploi, je protège le pouvoir d'achat. Donc c'est normal et c'est logique. Moi, j'ai toujours appelé à ce qu'il y ait une protection de la production nationale, sinon je vais décourager. Si je laisse l'importation sans contrôle, il va y avoir un découragement au niveau des investisseurs, déjà qu'ils ne sont pas nombreux, et on va les décourager à investir. Donc là, c'est assez normal comme action. Cela dit, la restriction doit répondre aussi à un programme, à un plan. On ne doit pas agir comme on l'a fait. On a bloqué tout le monde, on a même interdit l'importation de la matière première. Vous imaginez un peu, interdire l'importation. Et c'est quoi la réponse des responsables? Parce qu'il y a des importateurs qui importent la matière première et qui la versent dans la revente en l'état. C'est-à-dire qu'ils la revendent telle qu'elle. Mais d'accord, mais à un certain moment, cette matière première, elle sera transformée de toute façon. Et en plus de cela, il y a des PME, PMI qui ne peuvent pas elles-mêmes importer la matière première. Donc elles passent par des importateurs de matières premières qui font des volumes. Les PME, PMI vont s'approvisionner de chez ces importateurs. Donc regardez la réflexion. Interdire l'importation de les matières premières. Regardez les dégâts que ça a causé. C'est énorme comme entreprise qui ont fermé. Attention, ce n'est pas rien du tout ce qui s'est passé, la politique d'interdiction à d'état des importations. Elle a été hasardeuse, elle a été faite de façon irréfléchie. C'est une forme de remise en cause de cette politique, de la politique de restriction des importations. Alors, depuis quelque temps, même le président a intervenu, il a dit que non, il ne faut plus interdire l'importation de la matière première. D'ailleurs, j'avais fait une émission la veille dénonçant cela. J'ai reçu des appels d'un peu partout, pensant que c'est moi qui a appelé le président pour lui dire il a suivi l'émission. Non, mais pour vous dire que c'est très sérieux. Mais comment un responsable arrive à prendre de telles décisions? Comment interdire la matière première? C'est ça qui me fait peur, Anna. Ça me fait peur. C'est pour ça que j'avais dit qu'il est temps d'avoir un ministère de l'économie pour gérer l'économie et pour ne plus laisser l'économie du pays entre les mains de gens qui n'ont rien à voir avec l'activité. Il faut avoir un grand ministère de l'économie, il faut avoir une direction de la planification pour planifier les choses, pour recenser les besoins du pays, pour essayer de mettre en place des plans d'investissement, pour essayer de mettre en place un climat qui favorise le développement de ce plan qui a été mis en place par le ministère, avec des phases de réalisation, etc., avec un suivi, avec un plan de financement, tout cela. Mais ça doit être entre les mains d'un ministère de l'économie. Et qui sait ce que c'est, avec un responsable qui sait ce que c'est que l'économie. Mais sinon, de cette manière, on libère, on bloque, on se mêle dans les prix, c'est le marché, c'est l'économie dirigée, c'est l'économie libérale. Non, il faut savoir quel modèle économique suivre. C'est les hydrocarbures. Non, il faut, dès qu'il y a une baisse de prix, maintenant, dans quelques temps, on va commencer à entendre la diversification. Sortir de la dépendance des hydrocarbures. Mais quand le pétrole allait bien, quand le pétrole va, tout va. On ne parle pas de diversification. Et maintenant, donc, il faut aller vers la diversification, etc. Donc, on ne peut pas parler d'économie avec des actions conjoncturelles, limitées dans le temps, ou causées par des impératifs externes. Ça n'a pas de sens. La nouvelle loi minière, c'est l'Allemagne. C'est une loi de dénationalisation du secteur minier ou là? Là aussi, c'est l'État qui prend ça. Là, on va donner à l'ANSEJ. À un certain moment, il y avait un ministre qui voulait donner les mines d'or à des entreprises dont à l'ANSEJ. Vous imaginez un peu le ridicule. Les chercheurs d'or, tu as le sud. Mais tu as pour l'ANSEJ. C'est sérieux l'or quand même.
c'est une richesse, tu as un pays. On ne peut pas bazarder avec le produit. Et il faudrait que ça réponde à des mesures très sérieuses. Mais si on ne peut pas le faire, on doit développer avec un partenariat, avec des partenaires solides, réputés, etc., etc. Donc ce n'est pas du n'importe quoi. On parle des terres rares. Les terres rares, à la belle, pour l'exploitation, il te faut 15 ans. C'est maintenant qu'on doit démarrer. Si on veut exploiter cela sur 15 ans. C'est maintenant. Mais avec qui? Machit à l'enseigne. Il faut trouver des partenaires sérieux. Il y a 4 ou 5 pays qui maîtrisent tout cela. Il y a la Chine, il y a je crois, les États-Unis, il y a les Ukrainiens ou là, les Russes. Voilà, c'est tout. Donc il faut trouver des sociétés, des partenaires sérieux avec qui on peut développer le partenariat qui va donner résultat sur 10-15 ans. C'est maintenant qu'on doit penser à cela. Mais on doit maîtriser ces choses-là. Mais là, on travaille sur le court terme. Un pays, ce n'est pas le court terme. Pour terminer, M. Al-Massoud, quels sont les secteurs économiques qui peuvent porter l'économie algérienne dans l'avenir? Ça, c'est une question qui paraît simple, mais qui est très complexe. Mais si vous la posez aux autres, à des responsables, on est un pays à vocation agricole, là, je ne sais pas quoi, à vocation, alors qu'on ne peut pas répondre de cette manière. C'est-à-dire la réponse pour une question pareille nécessite quoi? Nécessite un diagnostic sectoriel. Je dois savoir ce que j'ai au niveau de chaque secteur. Est-ce que c'est abondant? Est-ce que je peux être compétitif? Est-ce que ça va me permettre de compter sur le secteur pour diversifier mon économie ou non, etc. Donc il y a un travail de diagnostic. Recenser les forces, les faiblesses, le potentiel, la disponibilité, les compétences pour le secteur ADA, la compétitivité, tout cela doit faire l'objet d'une recherche, d'un diagnostic. À partir des données que je vais avoir, le diagnostic sectoriel, à partir de là, je peux mettre en place une politique qui va me permettre justement d'adosser ma politique de diversification sur le secteur porteur, ou là les secteurs porteurs. Mais sans un travail de fond, on ne peut pas répondre à ce genre de questions. Pourtant, vous êtes bien mieux placé que moi. Il y a plein de gens qui répondent facilement à ce genre de questions. C'est ridicule, c'est pas normal. Alors que moi, j'ai assisté, je vous invite au niveau des ministères, Wallah, mais à la belle, moi, je suis comme potentiel à leur niveau. Personne ne sait ce qu'il y a dans leur secteur. Mais à la belle, ils ne savent pas. Ça bouge tellement qu'ils ne savent pas. Surtout que les responsables, quand ils viennent, ils prennent en charge un secteur, ce n'est pas pour le développer, c'est pour le contrôler seulement. Ah ben, alhamdoulilah, j'étais très content de voir qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, je crois, il y a eu un travail de recensement. Tu as le cheptel Tana, alors qu'on nous parlait de 25 millions de moutons, 20 millions, je ne sais pas quoi, il s'avère qu'il y a beaucoup moins que ça. On nous parlait de... je vais y aller plus loin. Même l'histoire, on fait 37 milliards de dollars de production agricole. Je connais l'institution qui a recensé le besoin. De quelle manière? On parle d'un secteur qui verse dans l'informel. C'est un secteur qui travaille dans l'informel. Tu as fait de la handofacture ou l'agriculture. Donc on ne peut pas connaître tout cela. C'est un secteur qui verse dans l'informel. Tu vois, donc Belek c'est plus, Belek c'est moins. Mais à Théona, comment qu'ils ont fait pour recenser l'activité, le chiffre ADA. Tu vois un peu. Donc il y a là, le maquillage. C'est-à-dire que normalement, le président de la République, qui va dire tu restes ici, tu me dis maintenant comment tu as fait pour amener à des 37 milliards. Il va les bloquer au col. Qui fait 37 milliards? قال احنا قوة نديروا 400 milliards de PIB. Qui va se les 400 milliards de PIB? On va faire 30 milliards de dollars d'exportation maintenant 2029 ou 2030. 30 milliards, si on a 30 000 dinars par conteneur d'exportation, il nous faut 1 million de conteneurs. Qui va se dire pour avoir le million de conteneurs? Comment tu vas faire pour les remplir? Avec quelle production tu vas les remplir? Et de quelle manière, etc. Et quels sont les produits sur lesquels tu t'es basé pour mettre de la projection? Tu as le chiffre. Mais comme ça, aucun responsable ne va oser dire n'importe quoi au peuple. Parce que si je reviens sur 15 ans ou les 20 ans, on va voir toutes les promesses, tu as les responsables, tu as en chiffres, vous allez être surpris. Ça, donc là, on ne peut plus se permettre cela. Et ça serait toucher un peu à l'intelligence de ce peuple. C'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas. Les universités, des diplômés, en bas qui sont censés avaler n'importe quoi comme chiffre, comme information. Non, c'est plus possible. Donc là, il y a un responsable, qui trouve un chiffre, dites-vous que vous ne parlez pas à des brebis.
qu'il y a des gens qui réfléchissent dans ce pays, mais le chiffre ADA doit être accompagné par un argumentaire et par toute la technicité qui a été mise en place pour atteindre ce chiffre. Hein? Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde dit la vérité. Mais ce qu'il y a, c'est que chaque chiffre, chaque information, il y a le comment de la chose. C'est aussi simple que cela. Merci beaucoup. Merci à vous. Marhaba bikoum. Merci.